Salut les épicurieuses et les épicurieux. Le climat se réchauffe, ce n'est pas nouveau. C'est le sujet chaque année de la COP, la conférence des parties. Une grande réunion qui rassemble des experts du climat venus du monde entier. Certaines sont restées célèbres. Rio, Tokyo, Paris. À quoi ressemblera le climat de la Terre à la fin du siècle? Plusieurs scénarios ont été élaborés ces dernières années. Alors que cela semblait impensable il y a encore peu, on entend de plus en plus parler d'une hausse de 4 degrés. On parle souvent de l'été, mais à quoi ressembleront nos hivers en France si la température moyenne grimpe de 4 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle? Devra-t-on supporter le bourdonnement des moustiques en plein mois de janvier? Et les amateurs de ski pourront-ils encore dévaler les pentes enneigées? Ce sont des questions que vous vous posez et je vais essayer d'y répondre. Juste avant, une petite info ou un rappel pour ne rien manquer de nos contenus. Sachez qu'ils sont désormais tous disponibles sur Spotify. D'abord, un petit rappel. Pourquoi la planète se réchauffe-t-elle? Pour faire simple, les émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone en particulier, n'ont cessé d'augmenter à l'échelle de la planète depuis le début de l'ère industrielle, autrement dit, le milieu du 19e siècle. Comme leur nom l'indique, en s'accumulant dans l'atmosphère, ces gaz ont contribué à renforcer l'effet de serre. Ils laissent passer les rayons venant du soleil, mais ils piègent le rayonnement infrarouge provenant du sol, à l'image de ce qui se passe dans une serre. Alors entendons-nous bien, les gaz à effet de serre sont indispensables. Sans eux, la température à la surface de la planète serait de moins 18 degrés. Le problème, c'est leur accumulation depuis le milieu du 19e siècle qui contribue à l'augmentation de la température globale. À l'échelle de la planète, elle a augmenté d'un peu plus d'1 degré par rapport à l'époque pré-industrielle. En France métropolitaine, cette hausse est plus importante, autour d'1,5 degré, et en montagne, autour de 2 degrés. Première question de l'anglais avec 2 i. Est-ce que les moustiques pourront nous attaquer en hiver? Dès que la température passe sous les 10 degrés, de nombreux moustiques femelles entrent dans une sorte d'hibernation, ce qu'on appelle la diapause. Pendant cette période, elles se cachent dans des endroits humides et relativement chauds pour passer l'hiver. Un tas de bois, une cave, un grenier. Au retour du printemps, lorsque les températures remontent, tout ce petit monde sort de sa léthargie et reprend du service. Les femelles se remettent à voler et à se nourrir de sang pour permettre à leurs œufs de se développer, puis elles pondent dans les eaux stagnantes. Pour certaines espèces, comme le moustique tigre, la femelle adulte ne survit pas l'hiver. En revanche, ces œufs, qui sont particulièrement résistants, entrent en diapause. Ils éclosent au retour des beaux jours, généralement au début du mois de mai. Mais que se passerait-il dans l'Hexagone si la température moyenne montait de 4 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle? Dans ce scénario, certains moustiques pourraient ne plus entrer en diapause et poursuivre leur cycle de vie toute l'année sans interruption. Bon, pas partout, hein. Dans les régions montagneuses ou dans le nord, les hivers resteront sans doute assez froids pour qu'ils se mettent en diapause, mais pour une période plus courte. En revanche, dans les régions plus chaudes, comme le sud, ou l'ouest de la France, les moustiques pourraient bien sévir toute l'année. Doc91 se demande si l'on pourra encore chausser les skis à la fin du siècle. Eh bien, oui, on pourra, mais ce sera beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. La présence de la neige, ou son absence, repose sur ce qu'on appelle l'isotherme zéro. C'est une ligne imaginaire dans l'atmosphère qui délimite la forme que prennent les précipitations. Au-dessus de cette ligne, les températures sont négatives. Il neige. En dessous, elles sont positives, il pleut. Alors aujourd'hui, en hiver, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, cette limite se situe souvent entre 1200 et 1500 mètres. Mais avec le réchauffement climatique, elle grimpe. Tenez, dans les années 1960, cette ligne se trouvait en moyenne à 1000 mètres. Dans les années 2000, elle se trouvait aux alentours de 1200 mètres. En 2050, elle devrait grimper à 1500 mètres. Et si la température augmente de 4 degrés, cette limite grimpera à 2000 mètres. Les conséquences seront lourdes, tout particulièrement pour les stations situées entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne neigera plus, mais de temps en temps, que le manteau neigeux ne pourra pas être maintenu sans interruption durant toute l'année.
Il faudra donc s'adapter. On estime qu'en moyenne montagne, c'est-à-dire entre 800 et 2000 mètres d'altitude, la neige ne tiendra plus que 2 mois par an. Pour être sûr de trouver de la neige tout l'hiver, les amateurs de glisse devront désormais viser haut, très haut. Direction les stations perchées au-delà de 3000 mètres d'altitude. Problème, en France, elles se comptent sur les doigts de la main. Dans les Pyrénées, par exemple, inutile de chercher, les domaines les plus élevés culminent entre 2500 et 2700 mètres. Trop bas pour garantir un manteau neigeux durable. Dans les Alpes, en revanche, on trouve quelques exceptions. Val Thorens, la station la plus haute d'Europe, Tignes, dont le domaine culmine à 3456 mètres, ou encore les Deux Alpes, où l'on peut skier sur un glacier jusqu'à 3600 mètres. Qui établit ces projections et pourquoi sont-elles fiables? C'est une question qui revient souvent. Eh bien, ces scénarios sont principalement établis par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Cet organisme rassemble des milliers de scientifiques du monde entier, des climatologues, des glaciologues, des océanographes. Leur mission consiste à analyser les données recueillies partout sur la planète et d'utiliser des modèles numériques pour simuler le climat du futur. Ces modèles prennent en compte la physique de l'atmosphère, la composition des gaz à effet de serre, les courants océaniques, la couverture neigeuse, bref, un nombre de données gigantesques. Grâce à eux, les scientifiques testent différents scénarios. Si l'humanité réduit fortement ses émissions, par exemple, le réchauffement restera limité. Si au contraire, on continue sur la trajectoire actuelle, on atteindra ces fameux 4 degrés supplémentaires en France d'ici 2100. Mais jusqu'où peut-on se fier à ces projections? Eh bien, les prévisions faites dans les années 1990 correspondent assez bien à ce que nous observons aujourd'hui. Un réchauffement d'environ 1,5 degré en France par rapport à la période pré-industrielle. Les modèles climatiques ne prédisent pas l'avenir avec exactitude, ils nous offrent plutôt des scénarios probables. Plus nous émettons de gaz à effet de serre, plus les modèles nous montrent que nous filons tout droit vers une augmentation des températures de 4 degrés d'ici 2100 en France. Lutz se demande si ce sera la fin de la migration des oiseaux. Eh bien, si le climat change, les oiseaux migrateurs risquent de ne plus faire tout à fait le même voyage. Il est fort probable que certains raccourcissent leur trajet migratoire et que d'autres restent sur place. Prenons la grue cendrée par exemple. Ce grand oiseau migrateur quitte chaque automne l'Europe du Nord et l'Est de la France pour rejoindre le Sud-Ouest et la Camargue où les zones humides offrent chaleur et nourriture durant l'hiver. Mais avec des hivers de plus en plus doux dans le Nord et l'Est de la France, eh bien certaines grues choisissent déjà d'y rester toute l'année. Ce phénomène est encore marginal, mais si cette tendance se confirme, eh bien, la grue cendrée pourrait à terme ne plus migrer ou migrer sur des périodes beaucoup plus courtes. Quant à l'hirondelle, notre fidèle messagère du printemps, on constate aussi qu'avec le réchauffement climatique qui touche la France, elle arrive en moyenne 5 à 10 jours plus tôt au printemps. Selon les spécialistes, dans un scénario à plus 4 degrés, elle devrait toutefois poursuivre sa migration vers l'Afrique subsaharienne, mais elle quittera la France plus tard à l'automne et reviendra encore plus tôt au printemps, profitant de la présence prolongée des insectes grâce à la douceur du climat. Gigi Alexandre Gigi, je pense que ça se prononce comme ça, se demande si le réchauffement climatique sera bénéfique pour l'agriculture. Eh bien, pas vraiment. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, en Europe, la plupart des plantes n'ont pas peur du froid. Elles en ont même besoin pour bien se préparer à la saison suivante, le printemps. Durant l'automne, les plantes mettent en place tout un arsenal de survie. Elles stockent des sucres et produisent des protéines protectrices. En gros, elles se préparent pour la saison froide. Pendant l'hiver, ce repos forcé se prolonge grâce à des inhibiteurs de croissance qui empêchent toute reprise prématurée. Le froid déclenche aussi la production de certaines hormones qui seront indispensables à la floraison. Grâce à ce mécanisme, les plantes synchronisent leur floraison avec le retour du printemps lorsque les conditions deviennent à nouveau favorables. Ce processus porte un nom, la vernalisation. Avec des hivers de plus en plus doux, ce processus pourrait se dérégler car la vernalisation est une mécanique de haute précision. Il faut la bonne température pendant la bonne durée. Prenons le blé d'hiver, par exemple,
que l'on sème à partir de la mi-octobre. Pour pouvoir fleurir correctement, il a besoin d'une période de froid de plusieurs semaines, généralement entre 30 et 70 jours, avec des températures comprises entre 2 et 7 degrés. Si cette étape de vernalisation n'est pas respectée, la plante reste bloquée en phase végétative. Elle continue de pousser, mais ne forme pas d'épi correctement ou fleurit trop tard. Les projections sur le climat montrent que dans un scénario à plus 4 degrés, ce coup de froid indispensable risque de manquer aux cultures comme le blé d'hiver, l'orge ou le colza dans une grande partie de l'Europe de l'Ouest et du Sud. Mais le danger ne s'arrête pas là. Si les hivers deviennent plus doux et plus courts, le printemps peut aussi réserver de mauvaises surprises aux cultures. Les gels tardifs. Ils ne durent pas longtemps, 1 ou 2 nuits, mais s'ils se produisent après une période de douceur, alors que la plante a déjà fleuri, les fleurs gèlent et il n'y a pas de fruits. Avec un réchauffement de 4 degrés d'ici 2100, les plantes pourraient se réveiller encore plus tôt et donc devenir encore plus vulnérables à ces épisodes qui ont toujours existé, mais qui autrefois posaient beaucoup moins de problèmes puisque la plante n'avait pas encore fleuri. En avril 2021, la France en a fait la triste expérience. Du 6 au 8 avril, les températures ont plongé jusqu'à -6 degrés et même -8 par endroits. Les dégâts ont été considérables. En viticulture, environ 30% de la production française a été détruite, des dégâts estimés à 2 milliards d'euros. Bref, avec plus 4 degrés, le risque de perte augmenterait encore, compliquant sérieusement la vie des agriculteurs, des producteurs et en bout de course, celle des consommateurs. Tiers 54 se demande s'il y aura encore des saisons en 2100 si la température augmente de 4 degrés. Le réchauffement climatique chamboule déjà notre climat tempéré et donc nos saisons. Leur cycle, vous le savez, dépend de la rotation de la Terre autour du Soleil et de son inclinaison. Mais le réchauffement en cours risque de le déséquilibrer fortement. Si les émissions de gaz à effet de serre continuent sur leur trajectoire actuelle, nos étés pourraient s'allonger considérablement, jusqu'à 6 mois, de mai à octobre, selon les spécialistes. Les canicules, autrefois exceptionnelles, deviendraient la règle. On estime actuellement qu'il y aura jusqu'à 5 fois plus de vagues de chaleur qu'aujourd'hui. Et l'hiver, dans tout ça? Eh bien, dans un scénario à plus 4 degrés, l'hiver tel qu'on le connaît aujourd'hui ne durerait qu'un petit mois concentré entre janvier et février. Ce bouleversement ne touchera pas seulement la durée des saisons, il transformera aussi le climat de nos régions. La Corse et les îles méditerranéennes, par exemple, pourraient carrément basculer vers un climat tropical, avec seulement 2 saisons, une saison sèche et une saison des pluies. Parallèlement, le climat méditerranéen pourrait progresser vers le nord. Dans ce scénario, Paris connaîtrait des hivers doux, comparables à ceux de Montpellier actuellement, avec des températures moyennes comprises entre 5 et 12 degrés. Quant au sud de la France, ces hivers pourraient ressembler à ceux que l'on observe aujourd'hui dans le sud de l'Espagne, avec des températures moyennes hivernales comprises entre 10 et 16 degrés. Alors, peut-on encore éviter ce scénario à plus 4 degrés? Ce qui est sûr, c'est qu'il sera très compliqué de rester sous la barre d'une hausse de 1,5 degré, comme l'envisageait l'accord de Paris à l'issue de la COP21. Pour cela, il faudrait réduire de 43% les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030. Impossible. En revanche, le développement des énergies renouvelables, du nucléaire, le renforcement de l'efficacité énergétique, l'isolation des bâtiments, le train plutôt que l'avion, mais aussi une alimentation moins riche en protéines animales, peuvent permettre de réduire notre empreinte carbone et de ne pas atteindre plus 4 degrés. Entre 1990 et 2023, la France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 31%. Pour respecter ses engagements, elle devrait atteindre la neutralité carbone en 2050. La marche est haute, mais elle n'est pas infranchissable. Et encore faut-il que toutes les nations aillent dans le même sens.